bonjour à toutes, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la NAT et le port forwarding. Donc, il est nécessaire pour tout administrateur réseau de comprendre le fonctionnement de ces deux éléments qui constituent au fait des éléments fondamentaux du réseau Internet. Bon, s'agissant du plan, nous allons d'abord, dans cette vidéo, nous allons d'abord essayer de comprendre, de savoir pourquoi il est nécessaire de mettre en place la NAT sur Internet. Et puis, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est et à quoi la NAT et à quoi ça sert. Et ensuite, nous allons nous allons voir quelques exemples de mise en pratique de la NAT et du port forwarding. Donc, nous allons répondre à la première question, à savoir pourquoi la NAT. La NAT vient répondre à deux problèmes majeurs, donc le second problème étant généré par le premier. En effet, il y a tout d'abord eu un problème de pénurie d'adresses IP sur le réseau Internet auquel une réponse apportée a été de spécifier en fait certaines adresses IP pour une utilisation privée. Donc, on va assister à la naissance de la norme RFC 1918 qui va spécifier 3 plages d'adresses IP qui seront utilisées dans les réseaux locaux. Et cela va engendrer en fait un second problème, c'est-à-dire comment accéder au fait à Internet en utilisant ces adresses IP là, ces adresses IP privées. Donc, la solution temporaire à ce deuxième problème, c'est l'utilisation de la NAT. Donc, nous allons examiner en fait un à un chacun de ces problèmes. Le premier problème, comme je l'ai dit, c'est le problème de pénurie d'adresses IP. Pour expliquer un peu le problème numéro 1, c'est-à-dire le problème de pénurie d'adresses IP, nous allons nous référer à un modèle qu'on appelle le modèle OSI. Le modèle OSI, au fait, c'est un standard de communication en réseau de tous les systèmes d'information. Le modèle OSI, c'est en fait un modèle de communication entre des ordinateurs. Ce modèle a été proposé par l'ISO, qui est en fait l'Organisation internationale de normalisation. Donc, ce qu'il faut retenir du modèle OSI, c'est que le modèle OSI décrit la communication entre deux ordinateurs. Donc, lorsqu'on veut faire communiquer deux ordinateurs, en réalité, le principe, le fonctionnement de la communication entre les deux est en fait régi par ce qu'on appelle le modèle OSI. Et ce modèle a été proposé par l'ISO, l'Organisation internationale de la normalisation. Donc, en dehors de ce modèle OSI, il existe d'autres modèles, tels que le modèle TCP/IP, qu'on appelle également le modèle Internet, qui en fait régit la communication sur le réseau Internet. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les couches du modèle OSI et plus précisément le rôle d'une couche spécifique. Mais d'abord, je vais lister les différentes couches et ensuite je vais m'attarder sur cette couche-là qui nous intéresse dans le cadre de notre vidéo ici. Donc, le modèle OSI comprend 7 couches au total. Si on doit les citer du haut vers le bas, nous avons d'abord la couche application, la couche présentation, la couche session, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données et enfin la couche physique. Donc, c'est les 7 couches qui comprennent au fait le modèle OSI. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque couche joue un rôle bien défini. Si je prends par exemple l'exemple de la couche 2 qui est ici, que j'appelle liaison de données, le rôle de cette couche-là, c'est de permettre la communication entre des ordinateurs qui appartiennent au même réseau. Donc, la couche qui nous intéresse, c'est la couche 3, c'est-à-dire la couche réseau. C'est la couche réseau qui nous intéresse plus et qui va nous permettre en fait d'expliquer le problème de pénurie d'adresses IP. La couche 3 permet en fait la communication entre des ordinateurs appartenant à des réseaux différents. C'est notre cas ici. Le but pour nous, c'est de faire communiquer cette machine qui est là, qui appartient à mon réseau LAN qui est au 192.168.0.0 avec un serveur qui est présent sur le réseau Internet quelque part ici. Donc, on voit que les deux équipements qui veulent communiquer n'appartiennent pas au même réseau. D'une part, j'ai mon ordinateur ici qui veut communiquer avec ce serveur-là et les deux sont
les deux se trouvent sur des réseaux différents. Donc, comme je le disais, la couche 3 en fait a pour rôle de permettre la communication entre des ordinateurs qui appartiennent à des réseaux différents. Le modèle OSI stipule aussi que chaque machine communiquant sur le réseau, sur des réseaux différents, soit identifiée de façon unique grâce à ce qu'on appelle l'adresse IP. C'est-à-dire que pour des machines qui appartiennent à des réseaux différents, chaque machine doit être identifiée de façon unique. Un peu comme dans le cas de la poste où chacun a son adresse postale. L'IPv4, qui est la version 4 au fait de l'adresse IP, nous avons un facteur limitant. Pour trouver le nombre d'adresses IP disponibles, on fera 2 exposant 32. 2 exposant 32, le 32 qui est en fait qui désigne la longueur de cette adresse-là avec la version 4. Donc, en faisant 2 exposant 32, on a finalement 4 milliards d'adresses pour utiliser les services sur le réseau Internet. La longueur de la version 4 proposée par l'adresse IP limite au fait le nombre total d'adresses disponibles à 4 milliards. Et aujourd'hui, face à la croissance rapide de l'Internet, les 4 milliards sont quasi épuisés. Donc, face à la pénurie d'adresses IP, on va mettre en place une solution qu'on appelle la solution à long terme, qui est en fait l'IPv6, qui va juste accroître, je peux dire rallonger la longueur en fait, la longueur de l'adresse IP de 32 bits à 128 bits. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant de mettre en place cette solution à long terme, il existe en fait des solutions temporaires. Des solutions temporaires telles que l'adressage privé avec la norme RFC 1918. Donc, nous avons d'abord une solution à long terme qui est l'IPv6. Et avant de la mettre en place, on va remettre en place on va proposer déjà des solutions temporaires dont la solution la norme RFC 1918 qui concerne l'adressage privé. Selon la norme RFC 1918, les personnes qui géraient Internet se sont dit à un moment donné que vu que certains réseaux étaient privés et que les machines sur ces réseaux n'avaient pas besoin d'être jointes sur Internet, c'est-à-dire que c'était des simples machines clients, non pas des serveurs, il était nécessaire de leur fournir en fait une adresse IP privée à chacune d'entre elles. Donc, pour les ordinateurs, les postes clients qui n'ont pas besoin d'être joints ou qui ne proposent pas de service sur Internet, ils ont jugé bon de leur attribuer une adresse qu'on va appeler l'adresse IP privée. Donc, en gros, on dira qu'on va réserver au fait une certaine plage d'adresse IP pour une utilisation privée. Cette plage d'adresse n'est donc pas utilisée sur Internet. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Elle est réservée pour tous les réseaux du monde entier qui n'ont pas besoin d'être joints sur Internet. Les plages définies selon la norme RFC 1918, c'est-à-dire si vous voulez attribuer des adresses IP à vos postes clients ou à vos équipements réseau qui n'ont pas besoin d'être joints depuis Internet, vous devez utiliser l'une des plages dont le 10.0.0.0/8, le 172.16.0.0/12 et le 192.168.0.0/16. Donc, c'est ces trois plages d'adresses-là qui peuvent être utilisées au sein d'un réseau LAN. Donc ça, c'est la solution temporaire en fait que les organismes qui gèrent en fait Internet ont mis en place pour pouvoir en fait pallier le problème de pénurie d'adresses IP sur Internet. Voilà. Donc, pour le problème 2, comme j'ai dit, le problème 2 a été engendré par le problème 1. Cette fois-ci, la question qu'on va se poser en utilisant les plages d'adresses IP définies par le RFC 1918, en les utilisant, la question c'est de savoir comment maintenant on va accéder à Internet en utilisant ces adresses-là, vu que ces adresses IP ne sont pas routables, ne sont pas routés sur le réseau Internet. S'agissant du problème 2, nous avons compris que la NAT allait permettre à nos machines possédant des adresses IP sur notre réseau LAN d'aller quand même sur Internet comme si elles possédaient des adresses IP publiques. Donc, c'est la solution temporaire qui a été utilisée, qui a été mise en place pour pallier ce problème
pour parler de ce problème. Mais aujourd'hui, nous avons la solution, une solution à long terme qui est la version 6 au fait de l'adresse IP. Donc, on parle de IPv6 qui est une longueur de 128 bits au lieu de 32 bits pour la version 4. Je vais essayer d'expliquer un peu comment cela se passe. Donc, de manière générale, nous n'aurons jamais de réponse à des requêtes envoyées sur Internet quand nous utilisons les adresses IP privées. Je m'explique. On va se baser sur un schéma simple. Voilà. Supposons que nous sommes dans un cas bien défini. Nous avons ce poste qui est là, qui souhaite communiquer avec ce serveur qui est là. Donc, ce poste qui est là va en fait envoyer sur le réseau une trame Ethernet. Donc, un exemple de trame, voilà un exemple de trame qui est là. Nous avons une adresse IP, l'adresse MAC de notre boss qui est là, parce que cette machine va d'abord envoyer la trame Ethernet à notre routeur, et c'est celui-ci qui va se charger de transférer ça à un autre routeur, et ce routeur va se charger de transférer à un autre routeur jusqu'au routeur de destination qui est là, et celui-ci va se charger maintenant d'envoyer au réseau au réseau de destination. Voilà. Donc ici, supposons que cette machine veut communiquer avec ce serveur-là. Donc, elle va envoyer une trame sur le réseau. Elle va envoyer une trame au box FAI qui est ici présent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, concernant l'adresse IP source sera l'adresse IP qui est celle de la machine qui est là. Cette adresse IP est une adresse IP privée, c'est-à-dire qui appartient à une plage d'adresse qui a été définie par le RFC 1918. Donc, lorsque notre routeur reçoit ce paquet, cette trame, il va la transférer à notre routeur jusqu'au routeur de destination, et donc finalement notre serveur va recevoir la trame qui a pour adresse IP source l'adresse IP de notre machine qui est là, et qui a pour adresse IP de destination l'adresse IP de destination de ce serveur qui est là, qui normalement possède une adresse IP publique. Donc ici, on voit que l'adresse IP source sera une adresse IP privée et l'adresse IP de destination sera une adresse IP publique. Donc notre paquet sera routé sur le réseau Internet tout simplement parce que l'adresse IP de destination est une adresse IP publique. Donc, nous sommes dans le cas ici où le serveur reçoit avec succès notre trame. Maintenant, nous allons voir la réponse de notre serveur. On remarquera que la trame qui sera créée, qui sera générée suite à la première trame, la réponse au fait à notre requête générée par ce serveur va contenir deux adresses évidemment. La première adresse IP source sera son adresse IP qui est en fait une adresse IP publique, et la deuxième adresse IP sera l'adresse IP de destination sera en fait l'adresse IP de notre machine qui est ici. Or, cette adresse IP est une adresse IP privée. Donc, cette trame sera envoyée à ce routeur, et normalement, ce routeur, les routeurs sont chargés en fait de router que des adresses IP de destination, que des adresses IP publiques, qui sont en fait les adresses IP de destination. Donc cette trame-là, notre poste qui est ici, ne recevra jamais de réponse, tout simplement parce que son adresse IP, qui est une adresse IP privée, ne peut pas être routée sur le réseau Internet. Donc même si ce routeur reçoit la trame en guise de réponse à notre requête, cette trame-là sera détruite par un routeur, soit par celui-ci, soit par un qui est en fait présent sur notre réseau Internet, tout simplement parce que l'adresse IP de destination est une adresse IP privée. Voilà.
Voilà, donc ça c'était juste pour faire un peu d'histoire, pour expliquer un peu la naissance, même la genèse même de la NAT. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la NAT est en fait répond à deux problèmes majeurs, le problème de pénurie d'adresses IP et le problème d'accès à Internet de ces adresses IP privées-là qui en fait sont définies par la norme RFC 1918. Nous allons passer maintenant au fonctionnement de la NAT. Voilà. Donc avant de commencer, nous allons d'abord définir ce que c'est que la NAT. Nous avons vu que la NAT dynamique tout simplement parce qu'il existe deux types de NAT, la NAT dynamique et la NAT statique. Donc principalement la NAT dynamique permettait à des machines connectées sur un réseau local à adressage privé d'accéder à Internet en utilisant une adresse IP publique. Maintenant, on va faire en sorte que ce soit l'adresse IP publique au fait de notre routeur. Vu que notre routeur, le routeur FAI, le routeur fourni par notre fournisseur d'accès Internet, possède une adresse IP publique, on va plutôt utiliser l'adresse IP publique du routeur. On peut définir la NAT dynamique comme permettant à des machines connectées sur un réseau local à adressage privé d'accéder à Internet en utilisant l'adresse IP publique du routeur qui fait la liaison entre le réseau interne et le réseau externe qui est Internet. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Donc, si je me base sur cette image et que je souhaite faire la NAT, voilà mon réseau LAN, c'est-à-dire que mes ordinateurs ici présents, mes clients, mes postes clients ici possèdent une adresse IP privée. Donc, mes postes sont tous connectés à soit un équipement de niveau 2 qui est lui connecté par exemple au routeur qui est là. Et le routeur, lui, est connecté au réseau Internet. Donc, si mes postes ont besoin, si je souhaite faire la NAT sur ce routeur-là, en utilisant en fait, en permettant à mes ordinateurs, mes postes clients qui sont là d'accéder à Internet, je vais juste utiliser l'adresse IP publique qui est là, l'adresse IP de l'interface du routeur qui est connectée à Internet. Voilà, c'est cette adresse IP qu'il est question. Donc, faire de la NAT ici consiste à mapper toutes ces adresses-là sur toutes ces adresses de mes postes clients là sur cette adresse IP publique qui est là, qui est celle de mon routeur. Voilà, donc c'est ça. Nous avons défini les différents types de NAT. Il faut savoir qu'il existe deux types de NAT, la NAT dynamique et la NAT statique. La NAT dynamique, elle va associer N adresses IP à une et une seule adresse IP publique. Donc, c'est-à-dire que je prends un ensemble d'adresses IP privées que je vais mapper sur une et une seule adresse IP publique. Ainsi, on peut connecter N machines en utilisant qu'une et une seule adresse publique. On dira tout simplement que la NAT dynamique permet de faire l'économie d'adresses. Contrairement à la NAT statique qui, elle, va fixer en fait une adresse IP publique pour chaque adresse privée. C'est-à-dire si j'ai 5 adresses, si j'ai 5 postes clients à adressage privé, j'ai besoin de 5 adresses publiques pour pouvoir mapper chacune de mes adresses IP privées sur une seule adresse IP publique. Du coup, si j'ai 5 adresses IP privées, il me faudra alors 5 adresses IP publiques. On dira tout simplement que la NAT statique n'économise donc rien du tout. Nous allons passer maintenant à la partie démo. Donc la partie démo va porter sur la communication entre notre poste client qui est ici et qui désire accéder au fait au site du 0 et qui lui est hébergé sur un serveur web ici. L'enjeu est de vous montrer ici le fonctionnement de la NAT dynamique qui va consister au fait à modifier l'adresse IP source, c'est-à-dire l'adresse IP de notre poste client qui possède une adresse IP privée à la base. Donc, à travers cet exemple, nous allons maintenant changer l'adresse IP source, qui est celle du poste, dans un paquet envoyé sur Internet pour y mettre une adresse IP publique. Donc, nous allons
juste modifier l'adresse IP sous, c'est-à-dire l'adresse IP de notre poste client, par l'adresse IP publique qui est celle de notre routeur. Nous allons tout simplement utiliser l'adresse IP du routeur qui fait en fait la liaison entre notre réseau privé, donc nous allons utiliser l'adresse IP publique de notre routeur qui est là. C'est ce routeur là qui fait la liaison entre notre réseau LAN et le réseau internet. En effet, le routeur possède une adresse IP publique du côté internet. Les adresses locales sont le réseau 192.168.0.0 qui est bien un réseau privé. On voit bien aussi l'adresse IP 82.238.22.47 qui est l'adresse IP publique de notre boss. Vous devez savoir que cette adresse IP a été choisie de façon aléatoire. Nous allons regarder maintenant ce qui se passe dans le cas de la NAT lors de l'envoi d'un paquet sur Internet. Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'envoi d'un paquet sur Internet depuis ce poste est composé de plusieurs étapes. Donc, l'étape 1, qui est celle-ci, l'étape 1 consiste à envoyer sur le réseau local une requête au site du 0. Donc notre poste qui est là va envoyer une requête sur notre réseau local ici à destination du site du 0. Donc ici nous avons la trame Ethernet en sortie de la machine 192.168.0.1. Donc pour expliquer la NAT, je vais d'abord vous montrer un peu les différents composants de la trame qui a été envoyée par notre client. Donc ici, voici la trame Ethernet en sortie de la machine 192.168.0.1. On remarque déjà que la trame est composée de plusieurs éléments. La trame est composée de plusieurs éléments. Nous avons l'adresse MAC, l'adresse, le protocole de couche 3, l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le port source, le port destination et le CRC. Donc pour expliquer chaque composant de la trame Ethernet ici, nous allons nous baser sur un phénomène qu'on retrouve dans le modèle OSI, qu'on appelle le phénomène de l'encapsulation. Donc l'encapsulation va consister tout simplement à encapsuler, c'est-à-dire à ajouter l'entête de chaque couche au paquet initial. Je m'explique. Donc ici nous avons la couche application qui est là, qui est la première couche. Ensuite nous avons la couche présentation. Ensuite, nous avons la couche session. Nous avons par la suite la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données, la couche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Donc ici nous avons la couche d'abord la couche application, nous avons ensuite la couche présentation, nous avons par la suite la couche session, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données et la couche physique qui est la couche 1. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer un peu le phénomène de l'encapsulation comme je l'ai dit, qui consiste au fait à rajouter l'entête de chaque couche. L'information communique dans ce sens-là, dans le sens descendant. Lorsqu'on quitte cette machine, la machine source, l'information circule dans le sens descendant, et lorsque nous sommes dans la machine destination, l'information circule dans le sens montant. Donc nous sommes sur ce poste et l'information circule dans le sens descendant. Donc ici, comme je l'ai dit, de la couche 7 à la couche, de la couche 7 à la couche 5, qui est la couche session, nous avons l'information initiale, l'information qu'on souhaite communiquer à notre serveur distance ou à notre serveur distant. Lorsque cette information passe à la couche
la couche 4 qui est la couche transport. Cette couche-là va rajouter ce qu'on appelle des entêtes. Les entêtes sont en fait des identifiants qui permettent d'identifier chaque composant. Ici, par exemple, pour la couche transport, l'identifiant est appelé port. Donc, le port va nous permettre au fait d'identifier de façon unique chaque application présente sur notre ordinateur. Donc, par exemple, si je prends la couche, si je prends l'application web, par exemple, l'application web va utiliser un port, numéro de port qu'on appelle le port 80. Donc, la couche, lorsque l'information passe de la couche transport à la couche réseau, qui est la couche 3, la couche 4 va rajouter au fait ces identifiants qu'on appelle ports. Donc, va rajouter des ports pour pouvoir, les ports dont le rôle est d'identifier de façon unique chaque application. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information plus les identifiants de la couche 4 passe de la couche 3 à la couche 2. Cette couche-là, la couche 3 va rajouter ces entêtes qu'on appelle les adresses IP. Donc, les adresses IP source pour identifier le poste qui émet la requête, l'adresse IP du poste qui émet la requête, et l'adresse IP destination pour identifier le poste qui reçoit la requête. Et lorsque l'information passe de la couche 2 à la couche 1. La couche 2 va rajouter ce qu'on appelle les entêtes Ethernet, les entêtes de la couche 2, qu'on appelle les adresses MAC. Voilà, les adresses MAC sont en fait les adresses qui vont, les identifiants qui vont permettre d'identifier la couche, chaque composant en fait dans le réseau LAN. Les adresses IP source et destination sont les identifiants qui vont nous permettre d'identifier de façon unique chaque ordinateur communiquant sur le réseau WAN, et les ports source et les ports destination vont nous permettre au fait d'identifier de façon unique chaque application installée sur notre machine physique, notre machine. Donc, le phénomène de l'encapsulation a consisté tout simplement à rajouter l'entête de chaque couche à notre paquet initial. Voilà. Donc, je vais supprimer. Donc ici, comme je l'ai dit, nous avons ici les éléments qui vont identifier les applications. Et ces éléments-là, sont les identifiants de la couche transport, la couche 4, qui seront rajoutés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le port source qui est ici, est choisi. Le port source est choisi par la machine qui émet au fait la requête de façon aléatoire. Donc, lorsque vous devez émettre un paquet sur le réseau, le port source est choisi de façon aléatoire par la machine qui émet et le port destination est fixe. Ce qui est intéressant, vu que le port source est choisi de façon aléatoire par la machine qui émet, nous allons donc nous servir de ce port-là pour identifier la machine qui émet la requête à l'origine. Donc, sachant que ce port est choisi aléatoirement entre 10.024 et 65.535, ici, dans le cas de notre exemple, nous avons choisi au hasard le port 10.277. Et ce port-là, qui, comme je l'ai dit, ce port-là qui est choisi de façon aléatoire par la machine qui émet va nous permettre en fait d'identifier de façon unique, la machine émettrice, la machine source. Donc l'adresse IP source ici sera l'adresse IP privée, de notre machine qui est ici. Et l'adresse IP de destination qui est celle-là sera l'adresse IP du site du 0. Et là, nous avons le protocole de couche 3 qui se rajoute. Et là, nous avons les identifiants de la couche 2, c'est-à-dire les adresses MAC qui vont nous permettre d'identifier de façon unique chaque élément voulant communiquer sur le réseau LAN. Ici, nous avons l'adresse IP destination.
l'adresse MAC destination, pardon, et ici nous avons l'adresse MAC source. L'adresse MAC destination et l'adresse MAC source sont en fait deux éléments qui doivent être présents sur le même segment réseau. Donc, notre poste client ici va envoyer la requête d'abord à notre routeur qui va se charger lui de transférer d'un autre routeur à un autre routeur jusqu'au routeur de destination. Donc l'adresse MAC ici sera l'adresse MAC de notre poste qui doit normalement se trouver sur le même segment que notre machine émettrice. Et l'adresse MAC sera évidemment l'adresse MAC de notre poste client. Voilà, donc on va passer maintenant à l'étape 2, c'est-à-dire la NAT du paquet par le routeur. Donc le poste client qui est ici envoie une requête à notre routeur. Voilà, à notre routeur. Passer la trame Ethernet en sortie de notre box. On reçoit une trame Ethernet en provenance de notre poste client et à partir de cette trame Ethernet, le routeur va créer au fait une nouvelle trame Ethernet. On va voir un peu le composant de cette trame Ethernet. Donc, comme je l'ai dit, cette trame Ethernet là sera composée de plusieurs éléments comme tout à l'heure. Ici, nous avons cette fois-ci l'adresse MAC de destination. Ce sera l'adresse MAC d'un routeur qui est sur le réseau Internet parce qu'on ne sait pas lequel des routeurs qui va recevoir. Normalement, c'est le routeur de notre FAI. Voilà, donc l'adresse MAC de destination sera l'adresse MAC du routeur qui est à l'entrée d'internet. L'adresse MAC de source sera l'adresse MAC de notre routeur qui émet la requête. Nous avons le protocole de couche 3, ici nous avons plusieurs informations au milieu. Et l'adresse MAC, l'adresse IP source sera l'adresse IP de notre routeur. Et cette fois-ci, on va choisir l'adresse IP publique car notre routeur dispose de deux interfaces, une interface LAN, une interface qui lui permet de se connecter au réseau LAN et une autre interface qui lui permet de se connecter au réseau WAN. Donc l'adresse IP source ici sera l'adresse IP publique de notre routeur. L'adresse IP destination sera toujours la même adresse, elle ne change pas, ce sera l'adresse IP de notre serveur du site du 0, le serveur web. Le port source ici, comme je l'ai dit, il est choisi de façon aléatoire par notre poste qui émet. Donc ce sera le 10.277 qui reste inchangé. Et le port de destination qui est le port, ici on souhaite communiquer avec le serveur web, donc ce sera le port 80 et auquel on va rajouter le CRC qui est en fait des éléments qui permet de déterminer les erreurs. Donc ce qu'on constate déjà ici, c'est que on voit bien ici que l'adresse IP source a été changée pour mettre celle de notre routeur. Donc voilà ici l'élément qui a changé, qui est en fait l'adresse IP source de notre machine a été changée par l'adresse IP source, par l'adresse IP l'adresse IP publique de notre routeur. Ce qui est intéressant, lorsque notre routeur reçoit la trame Ethernet en provenance de notre poste client, il va la noter, il va noter des correspondances dans un tableau qu'on appelle la table NAT. Donc, le routeur va noter un quadruplé d'informations dans une table qu'on appelle la table NAT. Voilà cette table-là qui est là. La table NAT qui est là. Donc, nous avons l'adresse IP source. L'adresse IP source sera l'adresse IP de notre poste client. L'adresse IP destination sera toujours celle de notre serveur du site du 0, le serveur web. Le port source ici sera le port choisi de façon aléatoire par notre poste client ici qui est le 10.277 et le port destination sera le port, puisque c'est un serveur web, sera le port 80 en provenance de notre trame qu'on a vu tout à l'heure dans la trame ici. Donc le port source et le port destination restent inchangés. Seul l'adresse IP source change. C'est-à-dire on va changer l'adresse IP source ici par l'adresse IP publique de notre routeur. Voilà. Donc une fois noté dans la table NAT, nous avons également d'un côté, nous avons les informations. Ces informations ont été remplies grâce à la trame reçue depuis notre
poste client, et ces informations seront remplies depuis la trame Ethernet en sortie de notre box. Donc ici on a dit l'adresse IP source va changer, sera désormais l'adresse IP publique de notre routeur. L'adresse IP de destination reste inchangée. Le port source reste inchangé également, et le port destination reste inchangé. Donc c'est ces quadruplés là qui seront présents dans notre table NAT. Donc on voit bien que le paquet va aller jusqu'à le paquet émis par le routeur va aller de routeur en routeur jusqu'au routeur de destination qui est là, et le site va aller jusqu'au site du 0, et celui-ci va répondre à l'adresse 82.238.22.47 qui est en fait l'adresse IP l'adresse IP publique de notre routeur ici. Donc en guise de réponse, le serveur web va se baser sur la trame reçue pour créer une autre trame qui sera en fait la réponse à la requête de notre poste client. Donc cette réponse là sera composée de différents éléments. Nous avons l'adresse MAC du routeur, le routeur qui est celui-ci. C'est l'adresse MAC de ce routeur là qui est connecté à notre réseau LAN. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de notre serveur qui émet en fait la requête dans ce serveur là. Nous avons le protocole de couche 3 qui reste échangé, les informations restent échangées. L'adresse IP source sera l'adresse IP de notre serveur qui est là, et l'adresse IP destination sera en fait l'adresse IP publique de notre routeur, et ensuite nous avons le CRC. Voilà, donc cette trame là va arriver à notre routeur. Voilà, donc notre routeur reçoit cette trame en provenance de notre serveur web, le serveur du site du 0. Comme je l'ai dit, la NAT dynamique va consister à mapper l'adresse IP, des adresses IP privées de plusieurs postes clients sur une seule adresse IP publique. Donc la question ici, c'est de savoir notre routeur qui vient de recevoir en fait la trame Ethernet, le paquet Ethernet, à laquelle de ces machines elle va transmettre cette trame Ethernet là. Comme je l'ai dit, si vous avez remarqué, je l'ai dit que le port source au fait était un port qui permettait d'identifier au fait la machine qui émettait la trame Ethernet. Donc en nous basant sur le port source qui est là, qui était choisi de façon aléatoire par notre poste client et qui était noté dans la table NAT de notre routeur. Le routeur saura automatiquement que cette trame qui est là appartient au fait à destination de notre poste client qui est là. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que grâce au port source, le routeur est capable d'identifier la machine qui a émis au fait la requête. Car le port source va nous permettre d'identifier de façon unique la machine émettrice. La question qui va se poser maintenant, c'est de savoir, nous allons prendre un cas où deux machines, nous allons prendre un autre cas où deux machines, le 192.168.0.1 et le 192.168.0.2 vont faire la même requête, vont envoyer des requêtes à notre serveur, notre serveur web qui est le serveur du site du 0, et vont utiliser de façon aléatoire le même port source. Imaginez-vous dans ce cas de figure où nous avons deux machines différentes qui envoient des requêtes au même serveur, c'est-à-dire ici notre serveur, le serveur du site du 0, et qui choisissent de façon aléatoire le même port source. Qu'est-ce qui va se passer? Comment le routeur sera à même de savoir que le paquet reçu est à destination de, par exemple, de ce poste client là, ou par exemple d'un deuxième poste client qui est ici, qui est le point 2 ici, qui est le point 1. Comment?
Donc, pour répondre à cette question, pour pouvoir départager deux postes clients qui envoient des requêtes au même serveur et qui utilisent de façon aléatoire le même port source, le routeur va rentrer en jeu. Pour pouvoir les départager, nous allons maintenant cette fois-ci utiliser le routeur. C'est-à-dire le routeur va rentrer en jeu pour lui-même pouvoir modifier le port source. C'est-à-dire désormais le routeur va non seulement modifier le port de la table NAT, va non seulement modifier le port source et l'adresse IP source, mais également l'adresse IP source également. Donc une fois modifiée, c'est sûr et certain qu'elle sera en même de savoir que cette trame là provient de tel ou tel poste client. Donc, dans le cas de figure où comme je l'ai dit, nous avons deux postes ici, le 192.168.0.1 et le point 2 utilise le même port source pour communiquer avec le même serveur qui est le serveur du site du 0 ici. Le port, pour pouvoir identifier, pour pouvoir départager ces deux postes clients, lorsque le routeur reçoit des trames en guise de réponse, il va modifier, va modifier le port source. Donc cette fois-ci, au lieu de toujours garder le port source qui est là, qui est le 10.277, il va juste modifier. Et donc dans sa table NAT, on aura désormais pour le poste, le point 1, il va attribuer le port source 2356 et pour le poste 2, point 2, il va lui attribuer au fait le port source au 2357. Voilà, donc on va récapituler tout ça pour expliquer un peu la communication entre notre poste client qui est là et notre serveur qui est là. Notre poste client va envoyer sur le réseau une requête, une trame Ethernet qui est là. Donc la source ici sera l'adresse MAC. L'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de notre routeur. L'adresse MAC source sera l'adresse MAC de notre poste client. Donc l'adresse MAC source sera l'adresse MAC de notre poste client qui est ici. Ici, l'adresse IP source sera cette adresse IP source. L'adresse IP destination sera l'adresse IP de notre serveur qui est là. Lorsque ce routeur reçoit la trame, il va alors modifier des informations, va modifier deux éléments, va modifier l'adresse IP source en la remplaçant par son adresse IP publique et l'adresse IP et le port source. Le port source, en la modifiant, en la changeant par un port aléatoire qu'il aura lui-même choisi. Et ces informations-là seront contenues dans ce qu'on appelle la table NAT. Et cette trame-là sera envoyée à notre serveur, qui lui également, notre serveur web, qui lui également à son tour va constituer une autre trame en guise de réponse et qu'il va envoyer à notre routeur. Et notre routeur va se baser sur les informations entrées dans la table NAT pour pouvoir identifier à quel poste client envoyer au fait cette réponse-là. Et une fois identifié, le routeur va se charger de transférer cette trame-là à au poste client désiré. Voilà, donc là, nous avons pu expliquer le principe de la NAT. Nous avons fait le récapitulatif du principe de la NAT. Donc, on va voir avec la NAT quel est le sens de connexion possible avec la NAT. Donc, avec la NAT, nos postes clients peuvent initialiser des communications de l'intérieur vers l'extérieur, donc dans ce sens-là. Mais avec la NAT, nos postes qui sont là ne sont pas joignables depuis l'extérieur. C'est-à-dire, si je suis par exemple ici, pour un poste client qui est là, qui souhaite communiquer avec un serveur web par exemple qui est présent sur notre réseau local, il ne pourra pas initialiser la communication. Donc, il ne pourra pas contacter depuis l'extérieur notre serveur web. Ce serveur web sera juste joignable depuis l'intérieur, depuis notre réseau LAN, mais pas depuis l'extérieur. C'est-à-dire un poste ne peut pas connecter à Internet, ne peut pas se connecter à ce serveur web là si on utilise simplement la NAT. Il est juste possible d'initialiser la communication depuis l'intérieur, mais pas depuis l'extérieur.
Donc, pour répondre encore sur cette préoccupation, c'est-à-dire comment rendre accessible un serveur web en utilisant la NAT, nous allons utiliser une solution qu'on appelle le port forwarding. Maintenant, on va passer au port forwarding. Imaginons que nous faisons tourner un service sur notre machine sur le réseau local privé. Par exemple, un serveur web qui tourne sur le port 80 de la machine 192.168.0.1. Si quelqu'un veut accéder à notre réseau, la seule porte d'entrée est l'adresse IP publique, c'est-à-dire le 82.238.22.47. S'il s'adresse au port 80 de ce routeur, il y a deux possibilités. La première, c'est de savoir soit un serveur web est présent sur le routeur et la personne tombera dessus. Donc, pour quelqu'un qui veut accéder à notre serveur web qui est là, soit il y a deux cas, soit le serveur web est hébergé sur le routeur, voilà, ou soit il n'y a pas de serveur web et le routeur enverra alors un segment TCP avec la flag RST de positionner pour mentionner l'erreur. Mais dans les deux cas, la personne n'arrivera pas en fait à joindre notre joli site web local. Il y a pourtant bien une solution et il est possible de dire à notre routeur de rediriger au fait la requête spécifiquement vers notre machine 192.168.0.1 en fonction du port sur lequel la requête a lieu. Cela s'appelle le port forwarding. Donc avec le port forwarding consiste tout simplement à rediriger un port de notre routeur, donc un port de notre routeur qui est là, puisque depuis l'extérieur, nous serons joignables grâce à cette adresse IP. Donc on va juste dire à notre routeur de rediriger au fait le port 80 vers un port donné, ça peut être le port 80 également, ça peut être le port 81 par exemple, sur une machine locale. Donc, la connexion depuis l'extérieur arrive grâce à cette adresse IP et quand elle arrive au niveau du routeur, grâce au port forwarding, on va juste dire à notre routeur de rediriger ce port-là, le port 80, puisque dans la requête, le port destination sera le port 80. Donc, redirige le port 80 vers un autre port. Ça peut être toujours le port 80 ou un autre port, mais sur une machine locale. Donc, on précise juste l'adresse IP de cette machine-là. Donc, si on veut voir ça en vrai, on aura une image comme ça. Pour notre exemple précédent, nous allons dire au routeur que tout paquet arrivant sur un port 80, donc tout paquet qui arrive à cette adresse-là sur un port 80 doit être redirigé vers la machine 192.168.0.1 sur le port 80. Ainsi, toute personne accédant à notre adresse IP publique sur le port 80 sera automatiquement redirigé sans même le savoir vers notre serveur web local. Notre serveur web peut ainsi, grâce au port forwarding, être joignable depuis l'extérieur. Par conséquent, si vous avez plusieurs services sur le réseau local, comme par exemple un serveur FTP, un serveur de jeu, vous pouvez tout à fait les rendre joignables depuis l'extérieur du réseau. Chacun sera joignable sur un port particulier. Donc, supposons que ici, sur ce serveur-là, j'ai le serveur web, par exemple. Et ici, j'ai par exemple un autre serveur, le serveur FTP. Donc, lorsque la connexion part depuis l'extérieur vers notre adresse IP publique qui est là, il suffit juste de mentionner que si c'est le port 80 qui soit redirigé vers cette machine-là, si c'est un autre port qui est le port de jeu qui soit redirigé vers cette machine qui est là. Ce mécanisme est très intéressant car seuls les services que nous voulons rendre joignables le seront. Et cela présente un gros intérêt au niveau de la sécurité.
Donc, on peut dire ici qu'il est bien possible, il est bien sûr possible de rediriger la connexion vers un autre port que celui d'origine. On aurait pu par exemple rediriger le port 80 vers le port 3000 de la machine 192.168.0.1. Il n'y a pas de limitation. Voilà, donc il est juste possible de changer le port de destination et de lui dire par exemple, plutôt que le port 80, redirige-le sur cette machine, mais sur le port 3000. Donc nous avons ici les informations qui sont dans notre table de port forwarding. Nous avons l'adresse IP STN, qui est notre adresse IP, qui est celle de notre machine. Nous avons l'adresse IP, le port STN. Le port STN, ça dit le port avec lequel on va joindre en fait notre routeur. Donc le port 80 qui est ici, on lui dira simplement le port STN, c'est ça. Le port 80, c'est ça. Lorsque tu reçois une requête avec cette adresse comme port, adresse IP STN et port STN, il faut juste le rediriger à l'intérieur sur une autre machine qui est le 192.168.0.1 à ce port interne qui est le port 80 ou soit un autre port comme le port 3000. Voilà. Donc, on va passer cette fois-ci aux avantages et inconvénients du port forwarding et de la NAT. Il faut dire que le fait d'utiliser la NAT dynamique ainsi que le port forwarding augmente le niveau de sécurité de votre réseau. Car tout simplement, un des intérêts majeurs de la NAT et du port forwarding est de rendre accessible que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, on offre le port qu'on souhaite utiliser, sur lequel, par exemple, on offre sur notre routeur le port, un port donné sur lequel tourne un service en arrière-plan. Voilà. Dans notre exemple, nous n'aurions mis en place le port forwarding que pour le port 80 pour rendre accessible notre serveur web. Ainsi, tout autre port potentiellement vulnérable n'aurait pas été joignable depuis Internet et les vers ou autres virus n'auraient pas pu se répondre de la sorte. En plus de répondre à la problématique de pénurie d'adresses, la NAT et le port forwarding ont donc apporté une grande amélioration au niveau de la sécurité en rendant accessible que les ports nécessaires. Donc, nous avons vu dans notre exemple de tout à l'heure qu'on pouvait joindre notre serveur web depuis Internet. Mais une dernière question reste posée, c'est-à-dire que se passe-t-il si nous avons deux serveurs web sur un seul réseau local? Donc, c'est comme si ici, nous avons deux serveurs. Ce serveur est un serveur web et celui-ci est un serveur web. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous avons deux serveurs web dans notre réseau? Comment ces deux serveurs-là peuvent être joignables? Voilà. Donc, je vous rassure, il existe quelques solutions qui permettent pour certains services de mettre un nombre illimité de serveurs derrière une unique adresse IP publique. Voilà, mais malheureusement, ces solutions ne feront pas l'objet de notre vidéo actuelle. Donc, ça, c'est l'un des inconvénients du port forwarding qui va limiter au fait à un seul serveur sur le réseau local par port disponible. Donc, un seul serveur web, un seul serveur SSH, un seul serveur DNS, un seul serveur FTP, un seul serveur de jeu, etc. Mais je vous rassure qu'il existe des solutions pour pallier ce problème, sauf que malheureusement, on ne les verra pas ici. Voilà. Donc, je dirais malheureusement, cette formation prend fin, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette présentation et que la solution NAT et le port forwarding, vous avez compris au moins ces deux solutions et qu'elles pourront vraiment vous aider dans votre carrière professionnelle.
Entre autres, moi, je vous dis merci, au revoir. J'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci sur PF6, on fera la sécurité et par la suite, on fera du PowerShell avec tout ce qui est VM, tout ce qui est stockage, mais cette fois-ci avec le PowerShell. Donc, j'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker les vidéos, de laisser des commentaires au cas où vous laissez vous rencontrer des problèmes ou vous avez des questions particulières. Je reste disponible pour vous. Merci à vous et bye.